Très cher développeur.net, on y est, Microsoft a publié .NET 8 Preview 3, également avec ASP.NET Core 8 Preview 3. Est-ce que ça vaut le coup? Réponse dans cette vidéo. Et salut à toi très cher développeur.net, dans cette vidéo je vais te parler de .NET 8 et plus spécifiquement de la Preview 3 qui a été publiée par rapport au moment du tournage de cette vidéo, la veille. Donc aujourd'hui on est le 12 avril 2023 au moment du tournage de cette vidéo et Microsoft a publié le 11 avril au soir, heure de la France. On va faire le tour des nouveautés en .NET 8 Preview 3, donc qu'est-ce qu'il y a dans le SDK, le runtime, et on va également jeter un œil à tout ce qui a été annoncé en ASP.NET Core. A noter que nous avons eu droit également à un lever de voile, si on peut dire ça comme ça, sur la partie C# 12. J'en ferai des vidéos dédiées, comme je l'ai fait pour les versions précédentes de C# pour montrer une fonctionnalité en particulier de façon un peu plus approfondie. Et qu'on a également quelque chose qui est vraiment focus sur MAUI. Pareil, je pense que ça vaut plus le coup d'en faire une vidéo dédiée. Et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à soutenir mon travail avec un pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu restes libre d'activer les notifs ou non. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme de formation HTS Learning. Tu as le lien en description et ici directement à l'écran où est-ce que tu trouveras tout le contenu que je mets disponible en VOD pour te former autour des techno.net. Maintenant, place au cœur du sujet. .NET 8 Preview 3 sorti le 11 avril 2023. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Déjà, comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses dans cette release parce qu'on a les nouveautés de C#, les nouveautés d'ASP.NET Core, les nouveautés de F-Core et les nouveautés de .NET MAUI. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont publiées dans cette Preview 3 et dans cette vidéo, pour pas qu'elle fasse 6 heures, je me contente de .NET 8 Preview 3 et d'ASP.NET Core Preview 3, il y a déjà bien assez de choses à dire. Si tu veux tester cette nouvelle version, je t'invite à installer la dernière version de Visual Studio, à savoir la 17.6, donc Visual Studio 2022 Preview 3, qui est sortie également en même temps que la version de .NET. Ça te permettra de profiter de toutes les nouveautés, à la fois du langage C# avec le support syntaxique, mais également, comme on le verra plus tard, de certains assistants qui ont été légèrement modifiés pour prendre en compte de nouvelles options. Alors, on va commencer par parler des nouveautés qui ont été faites dans le SDK. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Déjà, il faut savoir qu'il y a un breaking change qui a été introduit, où est-ce qu'en fait, le SDK ne va plus changer l'encoding à la sortie. Si je vais ici sur le lien qui est proposé, je vois que ça fait référence à une issue GitHub, et je vois aussi que ça s'applique sur la version 7. Grosso modo, pour la faire courte, qu'est-ce qui se passe? C'est que avant, avec .NET Build, ça provoquait une transformation vers l'encoding UTF-8 pour travailler avec les caractères qui ne sont pas dans le jeu de caractères de base en anglais. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le SDK ne change plus l'encoding. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir comme éléments textuels qui soient dans tes éléments qui sont compilés, soit par rapport au code source, soit par rapport aux ressources, ne seront plus automatiquement convertis, surtout par rapport, il y avait un problème par rapport à une version de Windows 10, et le 10 ici un peu plus bas, par rapport à la version 10 November 2019 Update, donc ça devait être fait avant les versions. En gros, il fallait qu'on ait le support des langages non-EN langages avant Windows 10 November 2019, il fallait que cette correction soit faite parce que l'OS ne le supportait pas, et depuis ça le supporte. Donc maintenant, ils ont pris le parti de dire plus personne n'est sur cette version de Windows 10, ou alors ils devraient très vite migrer, et dans tous les cas, maintenant il n'y a plus de changement d'encoding. Si tu vois, pour une raison qui t'est propre, que ça change forcément le fonctionnement de ton application, que ça l'empêche de fonctionner, il faut savoir qu'il y a une variable d'environnement ici, .NET CLI Force UTF-8 Encoding. En mettant cette variable d'environnement, tu vas dire au SDK qu'il doit garder l'ancien fonctionnement et convertir quand même en UTF-8. Il faut juste le savoir, c'est un breaking change. Ensuite, il y a eu du travail qui a été fait pour simplifier les chemins de sortie de tout ce qui est compilé. Alors, je suis pas spécialement fan du travail qu'il y a là-bas, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire qui ne sont pas forcément utiles, qui sont plus utiles que ça. En gros, tout simplement, ils vont créer maintenant un dossier .artifacts. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, pour rendre les choses plus claires, en fait, les gens disaient qu'ils avaient du mal à comprendre où étaient les binaires de sortie. Ça, à mon avis, soit c'est des nouveaux arrivants, soit c'est de la manualité, mais soit. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est que si on a la configuration use artifacts output qui est mis à true dans un directory builds.prop par exemple, eh bien, dans ce cas-là, dès lors qu'on va compiler une application, dépendant de quel est le type d'application et le mode de compilation, on va avoir dans Artifact toute une hiérarchie qui reprend les informations. Au lieu d'avoir tout dans bin, debug, bin, release, .NET 8, ainsi de suite, maintenant on aura .artifacts, le type de sortie, si c'est un projet, si c'est du bin, si c'est du temporaire, le nom du projet et ce qu'ils appellent les pivots, donc en fait la spécification un peu plus précise de qu'est-ce qu'il y a dedans.
Pour te donner un exemple un peu plus précis, voici quelques exemples de ce qui va être généré en utilisant cette solution. Par exemple, .artifacts bin debug, c'est simplement l'output directory quand on fait un .NET build. Tout simplement. Ensuite, obj debug, c'est le dossier temporaire du .NET build. Là, ici, on a fait une publication. Enfin, on a plutôt fait un build d'une application en debug en .NET 8, d'une application. Donc on peut le voir, on a artifact/bin, le nom de l'application, et après on a debug, le type de compilation, _.NET 8. Et plus bas, par exemple, si on cible spécifiquement, on va dire plus en AOT si je peux dire ça comme ça, la version Linux x64, on a release _ la plateforme de MyApp, et on a également publish au lieu de bin. Et si on fait du package NuGet, on a package release. Bref, il y a toute une nouvelle hiérarchie qui va être mise en place pour stocker les binaires qui sont produits dépendant du type de projet, du mode de compilation, ainsi de suite, qui vont donc se retrouver dans ce point artifacts, peut-être à des fins pour des pipelines. Personnellement, j'ai du mal à voir le véritable intérêt. Peut-être que ça apporte un petit peu de clarté, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je m'en sortais bien avec ce qu'on avait avant. Et il faut pas oublier une chose, c'est que .NET Publish ou .NET Build avait un paramètre qui s'appelait "-o". Donc quand c'était dans du CI/CD avec le "-o", on pouvait donner un répertoire de sortie pour nos éléments qui sont compilés. Donc au final, ça c'est pour ceux qui ne vont rien spécifier, qui vont utiliser les paramètres par défaut pour que ce soit centralisé. Bon, il faut savoir que ça existe, et peut-être que plus tard ça deviendra le comportement par défaut, donc il faudra de toute façon s'y faire, je ne sais pas, mais ils l'ont fait, c'est là. Ensuite, si tu ne sais pas déjà, on a une commande qui s'appelle .NET Workload qui permet d'installer une charge de travail. Normalement, quand tu utilises l'installeur Visual Studio 2022, tu as des grosses cases à cocher en disant je vais installer WPF, je vais installer MAUI et ainsi de suite. Ça installe des charges de travail. Parfois, c'est pas suffisant. Par exemple, dans le cas de MAUI, moi typiquement, je dois le cocher à la fois dans l'installeur Visual Studio et à la fois faire un .NET Workload install MAUI. Bon, jusque-là, c'est très bien, ça nous permet de gérer par ligne de commande l'installation de charges de travail. Néanmoins, il y avait un problème, c'est que vu qu'on commence à avoir plusieurs workloads avec des mises à jour ainsi de suite, des fois il pouvait arriver pour un nombre de réseaux divers et variés que les workloads n'étaient pas désinstallés correctement lorsqu'on faisait une mise à jour, ou n'étaient pas désinstallés lorsqu'on les désinstallait tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passait? Certains utilisateurs devaient aller supprimer manuellement les fichiers des workloads en allant dans le répertoire où c'était installé. En gros, ils sont moyennement fans de ça, et donc ils ont mis en place .NET Workload Clean qui permet de nettoyer les anciens workloads qui ne sont plus utilisés. On a également le .NET Workload Clean -all, parce que dans l'idée en fait c'est que le clean est plutôt on va dire permissif, alors que le -all va être un peu plus poussé, si je peux dire ça comme ça, pour aller nettoyer les éléments. En gros, cette nouvelle commande va te permettre de nettoyer les workloads que tu n'utilises pas ou qui ne sont plus d'actualité parce que tu as une version qui est plus récente et donc que tu n'as pas besoin de garder les anciens reliquats. Ça permet de garder ton système plutôt clean. Pourquoi pas, c'est pas plus mal. Ensuite, nous avons les Validate Options Result, qui était quelque chose qui existait depuis un certain temps. Et si on regarde la classe Validation Option Result, qui est fournie ici par Microsoft, dans la partie API.NET, on peut voir qu'on peut lui renseigner des informations comme failed avec un résultat d'échec avec des informations. Par exemple, si je prends le fail qui prend un enumerable de string de failures, on a ici toutes les raisons de l'échec. Donc, on avait cette possibilité de créer cette classe-là avec cette méthode de factory, si je puis dire ça comme ça, sauf qu'ils ont décidé d'introduire un Validation Option Result Builder pour que ce soit un peu plus explicite dans la construction de ce Validation Option. Donc, grâce à cette nouvelle classe qui a été introduite, tu vas pouvoir faire des add errors, des add results, qui vont te permettre d'ajouter de l'information. Alors, soit tu mets une erreur simple, juste une chaîne, soit tu mets un résultat ou est-ce que tu spécifies le résultat, ou est-ce que c'est du fail, donc on réutilise la factory qu'on avait précédemment avec un message d'erreur, soit tu donnes un couple clé-valeur, on va dire ça comme ça, et à la fin en fait tu vas pouvoir faire un point build qui va donner un validation result avec toutes ces erreurs dedans. Ça te permet en fait d'avoir une factory de création d'un validation option result pour le retour de ton API. Bon, c'est une petite avancée qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui a le mérite d'exister si jamais on va faire une validation à la main. Ça par contre, c'est vraiment intéressant, les configuration binding source generator. Alors, on va la faire courte, j'ai déjà un cours dédié à la partie configuration en ASP.NET Core. Comment ça fonctionne ? De base, si tu fais pas grand chose, ou si tu fais rien, tu as un fichier appsettings.json avec ton application ASP.NET Core, dans lequel tu peux stocker des paramètres de configuration au format JSON. La problématique, c'est que ce fichier va être transformé dans une variable qui est de type eConfiguration, qui grosso modo est l'équivalent d'un méga tableau, si je peux dire ça comme ça, dans lequel tu vas pouvoir naviguer dans les différentes clés pour aller chercher
ton élément de configuration. Le problème du e-configuration, c'est qu'il n'est pas fortement typé de base, donc tu es obligé de faire ce qu'on appelle du binding. En gros, je prends telle partie de ma configuration et je vais la binder avec telle classe. Et dans la classe, tu as des propriétés qui sont fortement typées. C'est très bien, ça marche très bien. La grosse problématique, c'est que jusqu'à présent, cela travaille avec la notion de réflexion. Ça pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est toujours une question de performance. La réflexion est plutôt lourde. Et le deuxième, c'est qu'on a un problème avec le trimming et l'AOT lorsqu'on veut compiler notre application en native AOT. On va revenir sur ce point quand on verra ASP.NET. Donc ça veut dire que la réflexion n'est pas forcément disponible sur toutes les plateformes et qu'en plus elle peut être gourmande. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un source generator qui va en fait se permettre de se passer de l'étape de réflexion pour binder ta configuration app settings dans ton objet fortement typé. En gros, ce qui se passe, c'est que tu continues à travailler exactement comme avant. Donc tu fais un configure, tu fais des get, tu récupères tes éléments si tu utilises du bind directement. Ça, c'est exactement comme avant. Sauf qu'en fait, ce source generator, il va remplacer ces lignes de code par la version qui est source generated, donc qui en fait ne contient pas de réflexion, qui va analyser en temps réel, si je puis dire, comment est configurée comment se trouve ta configuration et comment est ta classe, pour faire le mapping directement, comme si c'est toi qui faisais une lecture des fichiers JSON et l'affectation des propriétés. De 1, c'est plus performant, beaucoup plus performant, et de 2, c'est compatible avec l'AOT, et il n'y a pas de raison que ce soit trimé inutilement par le système de trimming. Donc je rappelle, le trimming, ça va enlever des choses que tu n'utilises potentiellement pas pour réduire la taille de ton application, et potentiellement ça peut trop supprimer, et donc tu te retrouves avec des choses que tu avais besoin mais que tu n'as plus. Et donc ici ça va faire de la source generation qui est beaucoup plus performante. Si tu veux utiliser ça, il faut pour l'instant l'activer manuellement en mettant cette énorme clé de configuration dans ton projet qui va te permettre de source générer les bindings de configuration vers tes classes, tes POCO qui contiennent en fait les informations en propriété fortement typées. Je trouve que c'est une véritable avancée assez intéressante, et en plus ils précisent bien ici que dans la preview 4, donc celle qui sortira normalement en mai si tout se passe bien, la référence à un package NuGet ne soit plus nécessaire. Donc en gros ça va devenir de plus en plus transparent, et il y a de fortes chances que ça devienne la version par défaut du binding pour être beaucoup plus performant. Ensuite nous avons des améliorations dans le compilateur Just-in-Time. Donc je rappelle le fonctionnement de base de .NET, tu écris ton code en C#, ce C# va être compilé en IL, Intermediate Language, et ce code Intermediate Language va être pris par ce qu'on appelle un deuxième compilateur quand tu fonctionnes pas en AOT, donc quand tu fonctionnes en mode classique avec le runtime, la CLR, et donc il va prendre ce code IL et va le recompiler en instruction native, et il va le faire à la volée en l'optimisant. Donc en gros le just-in-time, compilateur just-in-time prend le code IL et en fonction de la plateforme sur laquelle il est, va transformer les instructions du code IL en instructions natives. Donc il y a eu pas mal d'optimisations qui ont été faites, à la fois sur ARM64 qui prend quand même beaucoup de terrain du fait des derniers MacBook avec les puces M1, M2 et bientôt probablement M3, et également sur d'autres choses, des optimisations générales pour aller un peu plus vite. Encore une fois, le Just-in-Time, normalement, c'est ton meilleur ami parce qu'il fait les optimisations à la dernière minute. C'est bien pour ça qu'il s'appelle Just-in-Time, juste à temps, pour le faire vraiment quand on a besoin et en utilisant le maximum du potentiel de la plateforme sur laquelle il s'exécute. Donc si tu es vraiment féru de ce genre de choses, tu as ici toutes les PR et tous les éléments dans lesquels tu peux aller voir ce qui a été fait pour transformer ton code IL en instruction native et gagner vraiment beaucoup en performance. On sait que Microsoft met énormément d'efforts dans la prise en charge des containers, la partie Docker et Kubernetes, et donc en fait on peut le voir ici, ils ont fait pas mal de billets de blog pour expliquer comment ça fonctionne maintenant avec .NET, les containers et tout ça. Ils ont fait un breaking change sur le support des containers Windows. Alors c'est une frange qui est extrêmement réduite de la population qui a besoin d'utiliser les containers Windows. Typiquement c'est pour une incompatibilité de package avec une autre destination. Par exemple, je prends un exemple tout bête, en .NET 7, system.drawing qui permet de générer des éléments graphiques, est réservé à GDI+, qui est donc sous Windows. Il faut des alternatives quand on est sous Linux. Si tu as un moteur de reporting qui s'exécute sous Windows et qui du coup utilise system.drawing, potentiellement que tu veux le containeriser, tu seras peut-être obligé de passer par des conteneurs Windows pour atteindre ton objectif sans avoir besoin de réécrire ton moteur de rendu. Et donc ce qu'ils ont fait ici, si on regarde un petit peu, ils ont viré le support des tags. En gros,
Quand on veut spécifiquement viser les containers Windows, il est nécessaire d'utiliser un tag très précis qui mentionne quelle est la version de Windows qu'on va utiliser, soit du Nano Server, soit du Windows Server Core, en précisant la version concernée de Windows pour être le plus précis possible. Il y a également avec une version spécifique, donc en gros, c'est que la version de base n'est pas prévue pour être sur les containers Windows. Est-ce que c'est un désaveu d'utilisation des containers Windows? L'avenir nous le dira. Bon, après, sur les containers, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons la partie multiplateforme container image. Pourquoi? En gros, aujourd'hui, on a ARM64 et x64 qui sont les machines les plus utilisées et qui vont donc utiliser probablement les conteneurs. Et de ce fait, il faut être capable d'aller créer un conteneur sur une plateforme bien précise. Et pour ça, nous avons le --plateforme qui permet de spécifier quelle est la plateforme qu'on veut viser de façon explicite. Par exemple, là, le scénario qu'ils ont pris, on est sur un Mac, donc qui utilise la plateforme ARM64, mais on veut créer une image Docker qui target x64 sous Linux. Donc, il est nécessaire de faire le --plateforme en spécifiant qu'on veut construire cette image pour la plateforme x64 et non pas utiliser ce qu'on a aujourd'hui comme plateforme, ce qui est le comportement de base. À cet effet, il est nécessaire qu'on utilise dans notre Dockerfile le support du --plateforme qui est passé ici en paramètres pour l'avoir directement ici avec le from qui va permettre en fait d'avoir une variable $build platform qui va nous permettre de définir qu'on est sur la plateforme x64. Donc ça en fait ça a été modifié. On a également une mise à jour dans le SDK qui permet d'avoir le target architecture, donc l'architecture du processeur, avec le -A qui va se retrouver également ici dans le .NET Publish, qui va nous permettre en fait d'avoir une publication des binaires dédiée pour une plateforme extrêmement précise, comme par exemple dans le cas présent qui était juste là-haut, Linux x64. Le but en fait de ces modifications là, c'est tout bête, c'est de dire je veux que mon image Docker soit créée pour cette plateforme cible en particulier, comme ça elle va profiter de toutes les optimisations pour cette plateforme cible dans un runtime bien défini. Donc c'est une avancée assez intéressante. Ensuite, ils ont remarqué qu'avec la question du no-root user, on en avait parlé précédemment quand on avait vu ce qu'il y avait eu dans la preview 1, qu'il y avait un problème avec Kubernetes visiblement. Apparemment, il y a un nombre magique, alors je ne suis pas plus versé que ça dans l'environnement Kubernetes et le déploiement comme ceci avec ce genre d'informations, mais apparemment le 64198 est un nombre magique pour le app UID avec le user, et donc en gros, au lieu d'éviter que ce nombre magique soit inséré de façon automatique, disons que maintenant il est automatiquement généré et qu'on va pouvoir le donner pour que ça fonctionne en Kubernetes. Donc ils vont faire un post plus en détail pour ceux qui sont versés en Kubernetes pour expliquer cette problématique-là. Moi, je vais simplement passer mon tour pour l'instant. Et c'est tout pour cette preview 3. Donc en fait, comme tu le vois, on a des optimisations de performance au niveau du moteur just-in-time avec tout ce qui est en natif. On a pas mal d'avancées au niveau des containers. On a 2-3 petites choses au niveau du runtime avec les Validation Option Builder et la question du source generator pour la configuration. Mais au final, encore une fois, ça reste une petite release. On va dans la bonne direction, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et donc là, après, on a le Community Spotlight comme ils font à chaque fois, où est-ce qu'il parle d'un membre de la communauté qui a amené beaucoup de choses. Et donc ici, on a quelqu'un d'assez connu qui a fait les EF Core Power Tools, enfin les EF Power Tools plutôt, qui est une extension Visual Studio qui permet de gérer plus facilement Entity Framework directement depuis l'IDE. Donc il explique un peu son parcours et c'est fini. Donc on avance vers .NET 8, vers la version finale. On voit que les ajouts sont faits avec parcimonie et de façon assez stable pour éviter justement, parce que n'oubliez pas que .NET 8 sera une LTS, Long Time Support, donc dans l'idée c'est qu'ils veulent pas qu'on ait quelques problèmes de jeunesse comme on a eu avec .NET 7. En fait, quand ils ont publié .NET 7 très rapidement, ils ont mis tellement de nouvelles choses dedans qu'il y a eu quelques soucis de lancement qu'on a dû attendre le premier patch du premier mois pour corriger. Je pense par exemple à certains trucs sur Blazor qui m'ont impacté directement, mais apparemment il y a eu d'autres soucis pour d'autres clients également. Donc ils veulent y aller avec parcimonie et ne pas mettre un énorme bloc d'un coup. Ils y vont étape par étape et ils attendent les inputs de la part de la communauté. En bref, une petite mage intéressante, pas forcément nécessaire, à part pour cette histoire de source generator pour la configuration, mais c'est assez intéressant. On passe maintenant à ASP.NET Core 8 Preview 3, et comme à chaque fois avec ASP.NET Core, on a toujours plein de trucs. Là, on a le menu. On va de suite passer dans le vif du sujet. Encore une fois, si vous souhaitez migrer de la version X vers .NET 8 Preview 3, il vous faut mettre à jour les packages, déjà pour avoir un target framework en .NET 8 et les packages pour qu'ils utilisent la Preview.3. Bon, le gros point de ce billet de blog, on va pas se mentir, je crois que ça prend la moitié du billet de blog, c'est le support de l'AOT pour ASP.NET Core. Alors, l'AOT, c'est quoi ? Ahead of Time, c'est un mode de compilation où est-ce qu'on va tout simplement se passer du débugger JIT. On en avait parlé précédemment.
le debugger just-in-time, c'est celui qui va donc prendre tes instructions pour les compiler en fonction de la plateforme native. Donc là, en AOT, tu pars du principe que tu sais déjà sur quelle plateforme tu vas tourner, et donc le principe, c'est que tu compiles directement vers les instructions natives de cette plateforme-là. C'est ce que font pas mal de langages qui permettent d'aller faire une compilation native vers la plateforme cible pour éviter d'avoir un compilateur et un runtime qui soient nécessaires. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on avait déjà ce fonctionnement pour Blazor WebAssembly, on avait ce fonctionnement pour l'application Windows qu'on pouvait spécifier une version. Ils veulent faire ça pour ASP.NET Core. Le but, c'est très simple, c'est que tu prennes ton application ASP.NET, qu'elle soit graphique ou qu'elle soit API, et que tu la compiles en AOT pour la livrer vers une plateforme bien spécifique. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, forcément, vu qu'on est en AOT, on n'a pas à avoir le runtime avec nous, donc de façon générale, on devrait aller plus vite, moins de temps de démarrage, pas besoin de charger le runtime et de lire les premières instructions IL, moins d'utilisation de mémoire, parce que le compilateur, le Syntime, forcément, consomme de la mémoire pour travailler, et de la même façon, également, on a des binaires qui sont plus petits, vu qu'on a des choses qui sont directement optimisées pour la plateforme et qu'on n'a pas besoin de gérer tous les cas. Donc, en gros, l'idée, c'est de pousser ce mode de fonctionnement-là pour profiter de tous ces avantages-là. Et l'avantage d'avoir un plus petit binaire qui consomme moins et qui démarre plus vite, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, nos applications sont de plus en plus containerisées et donc elles sont potentiellement même redéployées parce que Kubernetes, par exemple, peut redéployer très rapidement des applications. Donc, si l'application est petite, elle est facile à télécharger et à déplacer. Si elle démarre plus vite, on peut la redémarrer sans aucun problème. Et si elle a moins de mémoire, on peut en mettre plus sur la même machine avec des capacités égales. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une comparaison d'une API ASP.NET Core pour benchmarker un peu la différence entre l'AOT et la version classique. On peut voir que de façon classique, le démarrage prend 169 millisecondes et que l'application fait 88 mégas. Autant sur le démarrage, c'est quasiment pas perceptible pour un humain, autant pour la taille de l'application, on est quand même sur un delta qui est assez fou parce qu'en AOT, elle démarre en 34 millisecondes et elle fait 11 mégas. Donc on a ici une division par 8 de la taille du binaire, ce qui est assez important, surtout qu'avec la fibre, 11 mégas c'est instantané aujourd'hui, c'est moins d'une seconde, c'est une demi-seconde, donc si on doit la déplacer sur des data centers, ce sera quasiment transparent. Et ici sur le startup time, évidemment, c'est plus rapide, mais est-ce que c'est perceptible par l'humain? Non. Et est-ce que du coup ça va avoir un véritable impact? Je pense pas. Après, encore une fois, je pense qu'ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une application simple, donc vraiment très basique. Donc, le startup time en une application ASP.NET Core qui est assez conséquente devrait être un peu plus lourde à lancer. Quoi qu'il en soit, si on regarde que les métriques, on voit une grosse amélioration. Alors, par contre, il faut être au courant, parce que là, on a l'impression que c'est une formule magique, que l'AOT a des problèmes pour être compatible avec tout. On en a parlé juste avant, par exemple, avec cette histoire de réflexion qu'ils ont dû faire des source generators pour la partie configuration, parce qu'en AOT, on ne peut pas faire de réflexion. En gros, on a pas mal de choses qui ne sont pas compatibles. Notamment, c'est impossible en AOT de faire du chargement d'assembly dynamique. Donc si vous avez un système à base de plugins ou autre, c'est mort en AOT parce qu'en fait, il faut que toutes les assemblies soient déjà compilées dans l'application et optimisées pour la plateforme cible. Ensuite, impossible de générer du code dynamiquement avec system.reflection.emit. C'est déjà le cas, par exemple en iOS, où est-ce qu'en fait Apple l'interdit tout simplement, et il faut d'ailleurs compiler en AOT pour Apple, donc on n'a pas cette solution-là. Mais en gros, ça veut simplement dire que tu ne peux pas avoir un système qui va automatiquement générer du code de façon dynamique. Il faut avouer que c'est un scénario très avancé, mais c'est possible. On n'a pas d'intégration avec les trucs natifs, que ce soit C++, CLI ou le built-in comme pour Windows. On a besoin en AOT de faire du trimming, qui a de ses limitations. Comme je l'ai dit, le trimming, c'est qu'on supprime des parties de ce qu'on pense ne pas avoir besoin dans le but de réduire la taille de l'application, ce qui est obligatoire en AOT. Et on a également la compilation dans un seul fichier, ce qui peut être intéressant, mais si je regarde les incompatibilités qui sont connues, aujourd'hui, en fait, tout ce qui est réflexion et introspection de l'assembly ne marche pas quand on fait ce genre de choses. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une application qui est certes plus réduite en taille, certes plus rapide à s'exécuter, mais plus réduite en fonctionnalité. Donc il faut le savoir, ce n'est pas anodin de partir en AOT, surtout que parfois, il y a certains éléments dans le code ou même dans des librairies que tu pourrais utiliser qui vont utiliser de la réflexion de façon cachée, si je puis dire, et qui pourraient faire exploser ton application. Donc il faut juste savoir que par exemple tout ce qui est la réflexion n'est pas forcément bien géré en AOT parce que on est compilé sur quelque chose de natif et c'est pour ça qu'on a beaucoup de source generators qui sont là pour remplacer la réflexion, déjà parce que ce sera plus rapide, mais aussi parce qu'on vise l'AOT. Donc ils ont fait une table de qu'est-ce qui est supporté en AOT et qu'est-ce qui ne l'est pas. gRPC est supporté, toutes ces parties-là sont supportées, mais on peut voir qu'on a quand même des éléments qui ne le sont pas, ou d'autres qui le sont partiellement. Ils sont gentils, ils ont mis une coche verte, moi j'aurais mis un petit panneau, attention. Par exemple, les Minimal API, qui
est aujourd'hui la seule façon de faire une application ASP.NET en AOT est partiellement supportée parce que certains éléments ne le sont pas encore totalement. MVC, Blazor, SignalR et l'authentification ne sont juste pas supportés. Donc en fait pour moi c'est déjà c'est un red flag. Je peux pas passer encore en AOT pour l'instant. La session ne l'est pas, les SPA ne le sont pas. Donc en gros si tu veux faire une application gRPC qui n'expose rien d'autre qu'un endpoint gRPC sans aucune authentification et qui va permettre de gérer un pont WebSocket sans SignalR, tu peux le faire. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc après, on a le détail pour chacune des technologies qu'il y avait dans le tableau ci-dessus de comment ça se passe. Donc là, je vais aller vite pour pas que la vidéo dure des heures. En gros, ils vont expliquer ce qui se passe avec les Minimal API et l'AOT. Ils vont expliquer ce qui se passe avec gRPC et l'AOT, sachant que gRPC, c'est de base automatiquement géré, les librairies et l'AOT. Et donc, ils vont expliquer en fait comment est-ce qu'on peut démarrer pour faire notre application en AOT. Voilà. Et c'est là que je disais qu'en fait avec Visual Studio, la dernière preview, tu vas pouvoir le voir, tu vas pouvoir avoir les nouveaux wizards. Si tu regardes ici cette fenêtre, tu peux voir que tu as une petite case à cocher Enable Native AOT Publish qui va pouvoir dire pour cette API, je veux la publier en AOT. Encore une fois, si tu n'as pas Visual Studio 2022, c'est toujours possible parce que cette case à cocher se transforme en l'instruction Publish AOT égale true dans le CSproj et au final, ça ne fait que ça. Donc, si tu veux tester uniquement les Minimal API sans tout ce qui n'est pas supporté là-haut, et après la nécessité forcément d'avoir certaines limitations, et par exemple une des limitations qui pourrait être pénible pour certains, dans certains cas bien précis, c'est qu'aujourd'hui on ne peut avoir que de l'HTTP en AOT et pas de l'HTTPS parce qu'ils considèrent que l'HTTPS vient d'un reverse proxy placé avant, comme un 2IS ou un Nginx ou un Apache. Donc en gros, on a beaucoup de suppressions d'éléments qui sont faites, qui vont forcément être, qui pourront avoir un impact sur la façon dont tu vas créer ton application parce que tu te retrouves dans un environnement qui est beaucoup plus réduit. J'ai presque l'impression si on décide de faire ça, on va arriver vers du WebAssembly, mais sur le serveur. Alors, il y a des expérimentations pour ça avec le WASI par exemple, le WebAssembly sur le server side, mais quoi qu'il en soit, on se réduit forcément le champ des possibles, on est certes plus performant, mais on a moins de possibilités. Là, si tu as envie d'aller vraiment dans le détail, je te laisse aller sur le billet de blog et lire toute la documentation qu'ils ont mis à disposition. Si tu veux la créer directement avec le support de l'AOT, tu as juste un nouveau flag à ajouter -AOT. Ça va automatiquement te générer ce code-là dans le template et on peut marquer qu'on a quelques différences, comme par exemple, on a le Slim Builder ici, au niveau du Web Application Builder. Forcément Slim, parce qu'il y a moins de possibilités. Et après, on a ici déjà un source generator pour la partie JSON Serialization. Et oui, pas de réflexion pour la sérialisation des to-do. Dans le cas présent, on est obligé d'avoir des sources generators. Et pareil, pour certains éléments, ça va être automatiquement généré de façon transparente. Et ça ne fonctionne qu'avec system.text.json pour l'instant. Donc tu vois, tu réduis forcément le champ des possibles. Ils invitent forcément les gens à l'utiliser au maximum pour avoir le maximum de retours. Pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt dans mes projets. Ça peut être utile, ça peut être intéressant. C'est bien qu'on avance là-dessus. Reste à voir que ça va supporter tous les scénarios et qu'on puisse en profiter au maximum. Ensuite, quelque chose que beaucoup d'entre vous attendaient fortement, c'est la partie server-side rendering avec Blazor. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais c'est du Blazor server-side, c'est quoi, on l'attendait? C'est le premier pas vers Blazor United. On va détailler un petit peu ça. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le server-side rendering? Ce n'est pas Blazor Server. Blazor Server, tu établis un lien WebSocket entre ton client en JavaScript et ton serveur. Et il y a un lien WebSocket qui permet de transférer du client vers le serveur les interactions et du serveur vers le client les modifications de DOM à appliquer. Donc ça, ce n'est pas ça. Là, ici, ce qu'on parle, c'est la possibilité de créer des composants Blazor au niveau du serveur qui seront rendus de façon, pour l'instant, statique au niveau du client. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, en fait, le HTML va être généré côté serveur et va être envoyé en dur côté client. Alors tu vas me dire, mais c'est ce qu'on fait depuis des années avec ASP.NET MVC, sauf qu'ici, c'est bien des composants Blazor qui seront rendus. Alors attention, ça veut dire qu'il n'y a pas de dynamisme et pas d'interactivité pour l'instant. On est vraiment sur les prémices et ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas de téléchargement de JavaScript, il n'y a pas de téléchargement de runtime. C'est vraiment un composant natif Blazor qui va être rendu. Alors concrètement, comment ça se passe? On va prendre un exemple simple. Je vais créer une application web tout à fait standard, qui sera donc vide ici dans leur exemple. Ensuite, on crée un Razor Component. Donc Razor Component, c'est les composants Blazor. Donc ici, on a l'implémentation du composant Razor. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons l'implémentation de iRazor Component Application de ce composant particulier. Donc on est obligé d'implémenter une interface bien précise. On a une route qui est définie à la route par défaut, mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'on a du Blazor parce qu'on a en fait l'équivalent de ce qu'on a dans du Razor ici, l'ajout du @datetime. Et ce qu'il ne montre pas ici, c'est qu'on a également
le bloc code. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Dans les builder.services, on va ajouter les composants Razor et on va mapper ce composant-là pour qu'il réponde à l'URL comme ça, pour qu'il renvoie ce bloc HTML qui a été rendu au niveau du server-side. Et donc on se retrouve avec une application web qui a mappé un composant à une URL bien précise, tout à fait classique, et qui renvoie donc cet HTML-là de façon statique, travaillé par le serveur. Et si, comme ils le disent ici, on regarde au niveau de l'onglet réseau, on verra qu'il n'y a aucun WebSocket qui est ouvert, il n'y a aucun runtime WebAssembly qui est téléchargé, donc en fait le composant est bien, on va dire, évalué côté serveur et son HTML est rendu pour être affiché côté client. Et il n'y a pas encore d'interactivité. Par exemple, si on décide de faire un button avec un onClick, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas d'interactivité qui est mise en place. Vous allez me dire, c'est pas très impressionnant, et je le concède, c'est pas impressionnant, mais concrètement, c'est le premier pas vers le fait d'aller vers ce fameux Blazor United. On va créer ces composants Blazor, on va les mapper dans une application, peu importe ce qu'elle soit, et en fonction du rendu et des capacités, on va pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va gérer le dynamisme. Et donc on va pouvoir également faire un map-get qui va renvoyer l'évaluation d'un composant pour avoir donc ça c'est en Minimal API et ça c'est en MVC, qui va pouvoir en fait rendre ce composant de façon statique. Si je dois prendre un exemple, aujourd'hui si on veut faire un endpoint d'API qui renvoie du HTML qui a été calculé de façon statique, on va utiliser du MVC qui va retourner la vue, qui est donc le CSHTML qui a été travaillé et qui est donc associé à la méthode d'action du contrôleur, dans laquelle on va également aller renvoyer du HTML statique qui a été calculé sur le serveur. Ça marche déjà concrètement maintenant, sauf que là on va déjà un pas plus loin parce qu'en fait on ne fait pas des vues HTML qui sont liées à un endpoint de contrôleur, on crée des composants qui sont totalement indépendants et qu'on peut rendre de façon statique. Donc c'est le premier pas. Ça peut être utile par exemple si tu fais une API et que tu décides de faire du fetch en JavaScript et que grosso modo le serveur te renvoie le HTML que tu n'as plus qu'à plaquer dans ton DOM, ce que je fais par exemple sur ma plateforme, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, la possibilité d'avoir ce composant Razor qui soit rendu en HTML peut également être fait en dehors d'ASP.NET Core. Par exemple, tu as une application qui serait une application WPF ou WinForms et tu décides de faire un composant de reporting, eh bien tu peux très bien faire tout ton rapport en HTML et utiliser ce système de rendering pour aller récupérer le HTML et le restituer dans un moteur de rendu HTML, typiquement un navigateur qui permettrait de l'imprimer. Au final, tu as besoin, parce que là, ils ont pris l'exemple d'une application console, de monter un petit peu une certaine architecture. D'ailleurs, il manque ici un point virgule après le console app 1, sinon ça compile pas. Et en gros, tu vas avoir un HTML renderer avec le service provider et la factory qui va te permettre d'aller faire un render component async de ton composant avec ses éventuels paramètres. Donc ça te permet de faire un rapport qui serait paramétrable en HTML et tu récupères ici le HTML string en moteur de rendu. Donc en gros, ce HTML renderer va exécuter un petit peu comme Kestrel le ferait, va exécuter l'HTML pour te renvoyer le code HTML que tu n'auras plus qu'à afficher dans quelque chose qui supporte l'affichage HTML. Donc pour faire des moteurs de rendu en HTML tout à fait standard, je pense que c'est une très bonne avancée d'avoir ce type de composant. Et encore une fois, le but de ça, c'est vraiment de faire un premier pas vers Blazor United, où est-ce qu'en fait tu fais tes composants Razor et tu t'en fiches de savoir si c'est du serveur, du WebAssembly, du hybride, tu t'en fous de tout. Le but c'est qu'il fonctionne dans la cible que tu t'es fixée. Donc c'est le premier pas. Pour l'instant c'est vraiment statique, j'ai essayé dans les deux cas. Donc j'ai essayé de le faire dans une application classique en reprenant leur exemple avec le Hello Blazor. Et donc quand on ouvre cette URL, ça fait forcément quelque chose de tout à fait statique. On peut voir ici que j'ai décidé d'afficher également les secondes, mais que ça ne s'incrémente pas. Il faut que je rafraîchisse mon navigateur pour avoir les secondes qui arrivent. Donc c'est vraiment du statique. Et j'ai également tenté de le faire dans une console en reprenant leur code. Et on peut voir ici que je récupère juste du HTML qui peut être directement mis dans quelque chose, en sachant que mon composant ici par exemple c'est un composant Razor tout à fait classique et qu'il a interprété donc ça, et j'aurais très bien pu mettre ici du Razor avec datetime.no et donc j'aurais eu ça en HTML qui a été travaillé côté serveur. Donc ça me permettrait encore une fois certaines avancées et c'est vraiment le premier pas. Ensuite nous avons le support des sections. Alors les sections,
Ça existe depuis très longtemps en ASP.NET MVC. D'ailleurs, je crois que c'est depuis la première version. En gros, c'est le @section que tu mets à la fin de certaines de tes vues, les vues principales, où est-ce qu'en gros, tu vas dire, je veux rentrer dans cette section. La plus connue, c'est la section script. Et sur ton layout, tu dis ici, à cet endroit bien précis de mon layout, je veux afficher le contenu de la section script dans les pages FI. Et bien maintenant, on a ça également en Blazor. On a le @HTML render section qui est un section outlet, où est-ce qu'on va lui donner le nom de la section. Je pense qu'il devrait y avoir également le isRequired qui devrait pas être très loin pour regarder le fonctionnement de ce qu'on a avec ASP.NET. Et dans tes pages FI, tu vas pouvoir faire un section content avec le section name. En fait, on avait déjà quelque chose comme ça qui fonctionnait en Blazor depuis la version 6, si je me trompe pas. On avait le head content en fait, qui était une espèce de section qu'on définissait dans le head et qu'on pouvait redéfinir dans les pages. Mais ici, ça a été généralisé pour faire n'importe quelle section, pour n'importe quel besoin. Ça te permet de le faire de façon assez sympa. Donc en gros, dans tes composants principaux ou dans ton layout, tu vas dire ici, à cet endroit, je vais rendre cette section-là avec ce nom-là si elle existe dans les pages FI. Et les pages FI ou les composants enfants plutôt vont pouvoir dire je définis cette section-là qui va donc être injectée dans le layout à cet endroit-là. Ça peut être utile pour ajouter du style dynamiquement, ça peut être utile pour ajouter des scripts dynamiquement. Bref, ça te permet de piloter à quel endroit ce code-là sera inséré. Assez sympa que ce soit maintenant supporté en Blazor. Alors ça par contre c'est quelque chose que j'attendais énormément parce que moi j'ai dû par exemple recoder la partie de mon application, de ma plateforme pour utiliser Fetch au lieu d'utiliser du Blazor, tout simplement parce que je n'avais pas la main sur le circuit. Maintenant on va pouvoir le gérer. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le circuit c'est ce qui va permettre de communiquer par le pont WebSocket en Blazor Server. On peut maintenant aller surveiller comment le circuit se comporte. Par exemple ici, nous avons une classe qui permet de vérifier le idle. En gros, c'est le client n'utilise plus l'application depuis un certain temps. Donc là, ils ont fait ça à base d'un timer, où est-ce qu'ils ont dit que le timer allait durer exactement ici 5 minutes, ce qui veut dire que si le client n'a pas fait d'interaction depuis plus de 5 minutes, il est en idle, et donc on va pouvoir surveiller le circuit Blazor. Et comme ils le disent un peu plus bas, ils vont rajouter également des API qui vont permettre de piloter le circuit. En gros, c'est quand Blazor Server, ça, c'est ce fameux pont WebSocket. Si on détecte par exemple que le client est en idle, au lieu d'attendre qu'il ait une erreur, on peut simplement lui fermer la connexion pour préserver des ressources serveurs. On a également la possibilité d'avoir des circuits de service accessoires pour accéder à certains éléments, certains services qui ne sont décrits que dans le cas du scope d'un service Blazor Server. Donc ici, on voit que ça commence à être un peu plus poussé pour gérer le comportement des personnes qui utilisent Blazor Server pour pouvoir piloter un peu plus finement la communication par le biais du pont WebSocket. C'est quand même vachement intéressant, donc je te laisserai lire si tu es intéressé. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, en .NET 8 en Blazor WebAssembly, SIMD sera activé par défaut parce que les navigateurs principaux le supportent. Si tu ne sais pas ce qu'est SIMD, c'est simple, c'est ça. Single Instruction Multiple Data, ça doit t'en dire beaucoup plus, j'en doute pas. C'est une des optimisations assez faramineuse qui a été faite en .NET 7 avec l'utilisation de LINQ, notamment sur les opérations mathématiques, qui permet d'aller vraiment beaucoup plus vite parce que ça va utiliser au maximum tes capacités matérielles. Donc ça marche maintenant de base dans Blazor WebAssembly, ce qui va donner un sacré boost de performance sur tout ce qu'il utilise. Ensuite, nous avons les request timeout, un nouveau middleware qui va permettre d'avoir un timeout pour les gérer un peu plus finement. Donc en gros, on va avoir l'ajout des services request timeout et puis après l'utilisation du middleware request timeout. Et en gros, on va pouvoir sur certains endpoints dire que cet endpoint en minimal API a une request timeout d'un certain nombre ou ajouter l'attribut sur les actions de certains contrôleurs, soit sur tout le contrôleur, soit sur une action. Donc en gros, ça te permet de dire sur cet endpoint ou sur cette action, je n'autorise pas que la durée de l'appel dure plus de X temps. Ça te permet d'être un peu plus précis sur le timeout d'une action en particulier. Et finalement, toujours dans une optique de performance, on a la possibilité de faire des courts-circuits, short-circuit routes, ce qui veut tout simplement dire que dans certains cas, on veut que ce middleware soit le middleware final et qu'on ne passe pas la main au suivant, parce que dans tous les cas en ASP.NET, normalement le pipeline de middleware c'est je l'exécute jusqu'au bout puis je remonte et comme ça la réponse après est produite. Et bien avec le short circuit, on va immédiatement arrêter la requête, ce qui veut dire par exemple que tu peux dire que dans ton map-get, vu que sur la racine c'est hello world, c'est du texte bateau, tu peux court-circuiter tous les middleware du pipeline dans le retour et directement produire la réponse parce que tu sais que tu n'as pas besoin de l'enrichir. Et inversement, si par exemple tu sais que tu n'as pas de fichier robot.txt ou de fichier favicon.txt, tu peux dire que si la demande concerne un de ces deux-là, tu veux absolument court-circuiter
tous les middleware pour directement retourner une 404. Bon, encore une fois, c'est très axé performance pour aller beaucoup plus vite. Comme tu le vois, encore une fois, on a beaucoup d'avancées en ASP.NET Core, un peu moins en .NET 8. Cette preview 3 est pour moi prometteuse, on va encore une fois dans le bon sens. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te hype le plus dans toutes ces nouveautés. On attend de pied ferme, en tout cas moi j'attends de pied ferme Blazor United, je vois les prémices qui commencent à se mettre en place. On attend la suite, on se retrouve dans une prochaine vidéo autour des techno.net et plus spécifiquement probablement la preview 4. D'ici là je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.